bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous, Patrick Caner. On va évidemment évoquer Johnny Hallyday, je veux votre réaction, mais avant ça, on va écouter une chanson, on vient de la sélectionner ensemble, L'envie d'avoir envie, je crois que c'est celle que vous souhaitiez qu'on écoute. On l'écoute. Comme étonne l'obscurité et la lumière, comme étonne la faim, la soif, puis un festin, comme enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Oui, comme étonne la peine pour que j'aime dormir, comme étonne le froid pour que j'aime la flamme, pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil, et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié mes rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, et qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, et qu'on allume la vie. Qu'on me donne la haine. Voilà, la mort de Johnny Hallyday qui envahit l'actualité. Le chanteur luttait depuis plusieurs semaines contre un cancer du poumon. Il avait tout tenté lorsqu'on a détecté cette maladie en 2016 à Los Angeles, où il habitait à l'époque. Patrick Caner, évidemment, une grande émotion depuis ce matin. Partout en France, devant son domicile à Marne-la-Coquette. Qu'est-ce qu'il était pour vous, Johnny Hallyday ? Déjà, quand on voit ces images, c'est la bête de scène. On comprend pourquoi il y a une telle osmose entre lui et son public, parce qu'il donne tout, quoi. Il donne tout. C'est l'homme de tous les excès aussi, y compris dans sa vie personnelle. Mais voilà, c'est la vie avant tout. Et moi, je me souviens, j'étais tout gamin, je devais avoir 6 ou 7 ans. Dans les débuts des années 60, il y avait un clip, ça s'appelait pas un clip d'ailleurs à l'époque, une vidéo sur sa chanson « Pour moi, la vie va commencer ». Et on le voyait sur un cheval dans les marais de Camargue. Et j'ai encore ces images en tête, quoi. Ça avait marqué. C'est le seul clip dont je me souviens quand j'étais aussi gamin que cela. Vous parliez tout à l'heure d'un totem. Un totem qui est tombé. Un totem qui est tombé. Et en même temps, vous connaissez cette phrase de Cocteau, quoi. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Donc voilà, il restera là, quoi. Il restera parmi nous. C'est un monument. C'est un monument de la chanson française. On a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday. A réagi le président de la République, oui. Trominet. Oui, moi j'ai même tweeté aussi à 5h du matin, parce que je me suis levé tôt pour être chez vous sur ce plateau à 8h. Johnny Hallyday n'était pas mon idole. Voilà, je suis un homme de gauche, j'étais plutôt Ferré, Brel, mais en même temps, on ne peut pas être insensible à ces musiques. Et depuis ce matin, voilà, il y a les musiques qui reviennent. J'aimais bien aussi cette très belle chanson, Le Pénitencier, qui était une reprise d'une chanson américaine, qui était très très belle aussi. Voilà, donc pour un grand bonhomme. Pour un politique, alors vous l'avez vu traverser les mandats des différents présidents. On le disait plutôt classé à droite, mais en même temps, il a chanté à la fête de l'UMA, donc ça ne voulait pas dire grand-chose. Oui, c'est quand même un exemple incroyable de quelqu'un qui a su réunir, j'allais dire, tout le monde, toutes les générations, toutes les idées, au fond, qui faisaient une forme d'unité de ce pays. Quelque part, vous me demandez quel est le secret de Johnny Hallyday. Son secret, c'est qu'il donnait tout à son public. C'est-à-dire qu'il adorait la scène. C'était pas, il faisait des émissions de télévision, etc. Mais c'était la scène qui était pour lui majeure. Tout à l'heure, j'entendais Hervé Fabre, ici présent, évoquer un de ses derniers concerts à Lille. Voilà. Et vous aviez toutes les générations, ce qui est extraordinaire. C'est un peu comme des groupes comme les Beatles ou les Rolling Stones. Voilà, ça ne vieillit pas. Alors justement, vous évoquez un de ces derniers concerts à Lille. Vous êtes un élu du Nord. Juste un petit mot sur voilà, les gens dans le Nord qui avaient cette proximité avec lui, puisqu'il était belge aussi, Johnny Hallyday. Jean-Philippe Smet. Et on a vu un extrait tout à l'heure dans notre journal des territoires où on le voyait parler de la Belgique et de la belgitude. Oui. Il le revendiquait.
Il revendiquait, il n'avait pas peur. Parfois, on plaisantait de ça avec lui, souvent même. Mais voilà, il le revendiquait, fier de ses origines, en tout cas d'une partie de ses origines. Et quand on connaît sa vie personnelle, qui est maintenant rappelée sur tous les médias, on voit bien que la Belgique a été pour lui très importante. Et je pense que son rappel des frites mayonnaise et des moules frites... On l'a vu tout à l'heure, effectivement, dans la aussi, première partie de l'émission. Sûrement quelque chose qu'il croyait vraiment... Finalement, c'était un homme cash, comme on dit chez les jeunes aujourd'hui. C'est ça son secret, vous pensez? Oui. Secret de sa popularité immense. Popularité, et puis voilà, c'est cette fusion, cette osmose avec un public qui lui rendait bien. Patrick Caner, on va passer à la politique, à la vie qui continue évidemment de ce pays. Tam Tran Nui est avec nous de Public Sénat, spécialiste politique. Merci d'être avec nous. Vous faites votre première apparition dans cette matinale d'info, un jour particulier. Merci d'être là. Et Hervé Fabre de La Voix du Nord, qui était présent dans la première partie de cette matinale d'info, qui va vous interroger. On va égrener l'actualité ce matin avec vous, Patrick Caner, ancien ministre, sénateur PS du Nord. Et oui, Patrick Caner, certains l'estiment moribond après la débâcle de la présidentielle et prédit sa mort prochaine. Et vous, que pensez-vous de l'avenir du Parti socialiste? Peut-il se reconstruire et sur quelle ligne? Est-ce que j'ai une tête de croque-mort? Non. Vous êtes plutôt en forme malgré votre réveil très tôt ce matin. Oui, c'est parce que voilà, je me prépare. Non, moi, je fais partie de cette formation politique depuis 42 ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas. Qui a connu des hauts et des bas. Nous sommes dans une phase effectivement extrêmement délicate, difficile, avec la perte de beaucoup d'élus nationaux, mais on a encore beaucoup d'élus au plan local. Nous sommes dans une période de refondation. Le parti est en difficulté, mais il est en train je crois, de se ressaisir. Oui. Donc moi, j'ai confiance. J'ai confiance parce que je crois qu'il y a une place entre la protestation populiste d'un Mélenchon, et on l'a encore vu sur une émission récente de télévision sur les chaînes publiques, et l'objet politique non identifié qui est le macronisme, dont je ne repère pas encore, et on en voit bien dans le budget, quelle est la colonne vertébrale. Donc oui, il y a une place pour la social-démocratie et le PS en particulier. La question qu'on se pose, Patrick Caner, c'est qui est le mieux placé pour porter cette refondation, cette renaissance du PS? Vous avez récemment pris position pour Stéphane Le Foll en disant que voilà, il était peut-être finalement l'homme de la situation. Est-ce que c'est pas un peu daté, Stéphane Le Foll, et marqué Hollande, alors qu'on attend peut-être un changement de génération avec Najat Vallaud-Belkacem ou d'autres? J'ai été jeune aussi, je suis un peu moins. Être jeune n'est pas un projet politique, c'est un état physiologique. On sent dans la société aujourd'hui un besoin de renouvellement. Une aspiration, mais vous savez, moi je soutiendrai Stéphane Le Foll s'il est candidat. Il ne l'est pas encore. Il a fait une très belle tribune, très sensée, très politique récemment, que je vous recommande, qui s'intitule « J'ai choisi, je reste », c'est-à-dire qu'il revient sur nos racines, et cela fait du bien en ce moment. Donc Le Foll est marqué par 5 ans de vie ministérielle, c'est clair, il est marqué par sa proximité avec François Hollande, mais en même temps, aujourd'hui, il prend ses distances, c'est un homme libre, et s'il décide d'être candidat, je crois qu'il est l'homme de la situation, parce qu'il est costaud, permettez-moi l'expression. Il est droit dans ses bottes, diraient certains. Et je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui pour le PS. Patrick Caner, vous êtes également sénateur. Au Sénat, le tweet de Didier Guillaume, le président du groupe socialiste, qui saluait l'entrée au gouvernement d'Olivier Dussopt, député socialiste devenu secrétaire d'État à la fonction publique. Est-ce que tout cela est réellement digéré ? Le groupe s'est réuni hier. Didier Guillaume... Il devait y avoir un vote de confiance qui n'a pas eu lieu. Il y a un vote de confiance, il y a un vote de rappel de la position qui était la nôtre le 26 septembre dernier. Il n'a pas eu lieu parce que nous l'avons décidé collectivement. Didier Guillaume donc, a pris acte de cette décision. Elle a même suscité, à juste titre, parce qu'il fallait apaiser les choses. Ce tweet, je ne l'aurais pas fait. Voilà, je le dis très simplement. J'aurais préféré que ce soit un SMS privé à Olivier Dussopt, qui aurait été envoyé par Didier. En même temps, Didier, vous savez... il a été d'une fidélité, d'une loyauté totale par rapport à François Hollande pendant le quinquennat. Il a soutenu le gouvernement. Aujourd'hui, il a sa sensibilité. Elle s'est exprimée par ce tweet. Il avait dit dès le mois de mai qu'il voulait, lui, se situer dans la majorité présidentielle. Ça a créé un émoi, ce tweet. Nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle. Et je vais vous dire, quand je vois certains aspects du budget 2018, de la loi de finances 2018, j'aurais beaucoup de mal à me situer dans la majorité présidentielle, même s'il y a des choses
intéressantes, qui vont dans le bon sens. Mais il y en a tellement d'autres que nous allons combattre et que nous combattons actuellement dans le débat sénatorial. Donc Didier est président du groupe, il le reste, il a mon soutien et je ne doute pas qu'il saura être le centre de l'union d'un groupe qui est composé de 80 personnes presque et qui ont aussi leurs propres approches. Vous avez sans doute lu dans nos colonnes, dans les colonnes de La Voix du Nord, le sondage sur la gestion municipale de Martine Aubry, qui est quand même une sorte de plébiscite, 75% de gens satisfaits. Est-ce que vous avez été surpris par ce résultat ? Déjà, Martine Aubry a eu des mots intuitus personnels, comme on dit, à l'égard d'Emmanuel Macron, que je n'aurais pas prononcé. Faire de la politique, ce n'est pas être dans l'invective individuelle. Je ferme la parenthèse. À partir de là, le sondage est une bonne chose. C'est tant mieux pour la ville de Lille que l'action municipale soit reconnue, tant mieux pour les Lillois. C'est vrai qu'on peut entendre des choses différentes ici ou là, y compris dans la ville de Lille, mais c'est un sondage tout à fait respectable, fait par un grand organisme de sondage qui est l'IFOP. Moi, je prends acte de cette satisfaction, mais ce n'est pas un sondage électoral. Faut-il qu'elle laisse sa place pour la prochaine élection municipale ? On dit que vous êtes intéressé par la mairie de Lille. Martine Aubry a dit sur une grande chaîne publique le lendemain du sondage qu'elle n'avait pas envie de retourner au combat municipal. Dont acte. Mais il y a l'envie et le devoir. Elle détient une grande partie de la réponse en la matière. On sent dans l'interview qu'elle nous donne qu'elle n'exclut pas du tout le fait de se représenter. Exactement. Mais il y a un point commun, encore un point commun avec Martine Aubry et Patrick Kanner, c'est que ni l'un ni l'autre, nous ne voulons que ce beffroi bascule ni à droite ni à En Marche. Alors encore un point commun, le canal Seine-Nord, Patrick Kanner, c'est un projet qui vous tient à cœur, comme tous les élus de Hauts-de-France. Alors ce canal fait l'objet ce matin d'une table ronde au Sénat. Alors ce sont des débats à défaut de travaux, au fond, qui sont instaurés là. Les travaux sont commencés. Comme je le dis, y compris sur votre plateau depuis de nombreux mois, ce canal n'est pas un projet, c'est un chantier en cours. Il n'en reste pas moins que le débat est quand même là. Alors, oui, travaux pas démarrés, le débat il y a un vrai débat. Moi, je regrette le désengagement officiel ou officieux de l'État sur ce dossier qui n'est pas un dossier régional. Il devient de plus en plus régional. Je remercie Xavier Bertrand d'avoir pris sa responsabilité. Mais en même temps, j'ai peur qu'à force de prendre nos responsabilités régionales, l'État se dise écoutez, le milliard d'euros, finalement, on ne vous le donnera pas. La maîtrise d'ouvrage ne sera plus portée par VNF. Ça devient une maîtrise d'ouvrage régionale, ce qui n'est pas d'ailleurs évident sur le plan technique et technologique, dont acte là aussi. Moi, je serai d'une vigilance absolue. Et avec Valérie Létard et tous les autres sénateurs, droite et gauche, je salue Marc-Philippe Debray, je salue Éric Bocquet dans le Nord. Nous voulons un canal où l'État... Explique-nous pourquoi il est tant stratégique quand même pour nos téléspectateurs. C'est très simple. Si vous voulez, ce canal, c'est la liaison entre le réseau fluvial anversois, de Rotterdam, etc., et le réseau fluvial de la région parisienne. C'est le chaînon manquant. C'est ce qui gêne les opposants, d'ailleurs, en disant qu'on va construire un aspirateur pour les ports du Benelux, Rotterdam et Anvers, au détriment de Dunkerque et du Havre. Le seul problème, c'est que les péniches, elles peuvent remonter, elles redescendent aussi. Et je dis au Premier ministre du Havre, en l'occurrence, qu'il ne faut pas que le Havre ait peur de ce canal. Il n'a jamais été un grand fan du canal. Et je ne crois pas au hasard en politique. Dire le désengagement de l'État correspond aussi à l'arrivée de M. Philippe à Matignon. Donc attention, les nordistes ne demandent pas la charité. Ils demandent simplement la reconnaissance de ce qu'ils sont, c'est-à-dire une grande région industrielle. Et ce canal doit contribuer au renouveau de notre région. Je pense que 1 milliard d'euros sur 30 ans d'amortissement, excusez-moi, mais c'est à l'échelle possible de l'État. Un mot sur les JO de 2024, ceux de Paris. Selon le JDD, France Télévisions pourrait renoncer à diffuser ces jeux en raison du coût des droits de diffusion et en raison du plan d'économie qui est demandé à France Télévisions par le gouvernement. C'est un scénario catastrophe pour vous aussi ? Oui, parce que ça veut dire que les chaînes privées emporteraient le morceau, et moi je considère que les JO, c'est un dossier national. Donc attention, quand on diminue de 47 millions d'euros dans le budget le financement de la télévision publique, quand j'entends ce qui est dit, qui aurait été dit par le président de la République dans une réunion privée avec les on est sûr de rien. On est sûr de rien, mais il y a des mots qui reviennent régulièrement. Des mots très insultants pour l'audiovisuel public. Voilà, je crois
crois à la télévision publique, je crois à l'audio public. C'est un comble si France Télévisions ne peut pas diffuser les choses. Ah, mais ce serait même une faute. Pour conclure. Même une faute, parce que les JO, c'est notre bien commun. Donc, il faut absolument que nous trouvions une solution en la matière. Pour conclure, Patrick Kanner, on le disait, vous êtes ancien ministre des Sports. Votre réaction à la décision inédite du CIO de suspendre la participation de la Russie aux prochains JO d'hiver qui vont se dérouler en février prochain en Corée du Sud. C'est une première dans l'histoire olympique. C'est une bonne décision. Je le dis très simplement, Thomas Bach a été courageux en la matière et il faut que la Russie comprenne qu'en matière de dopage, c'est tolérance zéro. Ce que nous faisons en France, la Russie ne peut pas être au-dessus des lois olympiques.